Peut-être tu crois que je vais râler aujourd'hui si Est-ce que tu vas râler sur Tenet? Bon, allez, Tu sais, il faut appeler t'es bête. T'es pas très net. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, je suis avec mon ami Julien Dupuis. Ça va, Julien? Ouais, ça va, et toi? Écoute, ça va, malgré le fait qu'on va parler d'un film un peu casse-tête. Ouais, c'est puisqu'on compliqué, ouais. voilà, on revient à l'actualité, hein, puisque les films sortent en salle. C'est le cas de Tenet, de Christopher Nolan, que vous pouvez voir maintenant, et qu'on vous engage à voir, d'ailleurs, parce que, en fait, nous, on va le spoiler comme des cochons. Alors, précisons peut-être quelque chose d'entrée de jeu. C'est un film qu'on a, comme j'ai l'impression, pas mal de monde, beaucoup de mal à l'appréhender. C'est un film difficile à capter. Après, pour des raisons, je pense, on n'a pas forcément les mêmes, hein, toi et moi, ni peut-être les autres spectateurs, justement. Et voilà, donc c'est un film compliqué sur deux choses, je pense. C'est compliqué sur le film lui-même, on va y venir tout de suite après. Et puis, comme tu le disais, là, nous, Stéroïde revient à l'actualité, parce que Tenet est aussi, malgré tout ce qu'on peut penser, extrêmement important pour l'industrie du cinéma. Et je pense que toute l'industrie va s'indexer en fait sur la réception en fait de ce film. Et on voit bien qu'il y a des enjeux énormes. Moi, je suis totalement de l'avis de certains distributeurs indépendants qui font revivre les salles en prenant des risques, en sortant des films qui ne sont pas évidents depuis le déconfinement. Mais c'est vrai que Tenet, parce que Christopher Nolan symbolise en quelque sorte cet amour et son attachement pour les salles, notamment parce qu'il tourne en pellicule, notamment parce qu'il tourne en IMAX. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a foi, le grand écran, qui a foi dans l'expérience salle. C'est un film que tout le monde attend au tournant vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que il faut réussir aussi à faire abstraction de tout ça pour appréhender le film pour ce qu'il est, je pense. Donc, nous, on ne parle pas du coup en termes d'industrie et d'importance industrielle sur le film, mais je pense que c'est plus sain de l'aborder comme on aborderait n'importe quel film normal, sachant que ça va quand même être difficile, je pense quand même de faire abstraction de ça. C'est-à-dire que moi, Tenet, j'avais pas vu beaucoup de films en salle avant de le revoir, et je pense que aussi je ne le juge pas à la mesure de cette attente-là. Par contre, ça, il faut être clair là-dessus. On le juge comme n'importe quel autre film finalement, dans l'absolu, quoi. Alors, on va essayer peut-être de pitcher le film, non? Alors c'est un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage, c'est ça. C'est-à-dire que de la même façon on va beaucoup parler, je pense, d'Inception dans ce podcast, et de la même façon il avait pris le film de cambriolage, le film de braqueur dans Inception, et qu'il avait foutu un élément, on va dire, fantastique ou d'anticipation, appelez ça comme vous voulez. SF plutôt. SF, ouais. Dans le cas d'Inception, il a mis un élément de SF pour quelque part doper tout ça, faire un Uber film de vol, de braquage. Dans Tenet, c'est donc un film d'espionnage, mais avec un élément de voyage dans le temps qui permet aussi de doper tout ça et de faire un film un peu méta d'une part, mais aussi qui a des enjeux qui dépassent le cadre du film d'espionnage classique. C'est un truc dont on avait beaucoup parlé dans le podcast de Capture consacré à Christopher Nolan, et qui se ressent aussi beaucoup dans le film. C'est que Christopher Nolan est un fan hardcore de James Bond. Il a démarché pour faire un James Bond, d'ailleurs ça s'est pas fait, mais voilà, c'est un truc aussi qui parcourt pendant tout le film. Alors oui, parce que c'est vrai que là on va parler de Tenet, mais c'est vrai qu'on a fait un long podcast en fait de 3h40 et c'est un peu l'extension c'est un peu l'extension. On arrive en fait du coup avec ce film-là à, même si on le prend un peu à chaud, hein, c'est ça la problématique, mais on arrive avec ce film-là à boucler plus ou moins la boucle avec le podcast précédent. Donc, si vous avez 3h40 à tuer et que vous l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter. Sur celui-là, il faut savoir qu'on va spoiler à mort. Donc il faut vraiment avoir vu le film. On vous encourage vraiment à le voir avant, parce que je pense que malgré tout, si vous n'avez pas vu le film, je pense que vous allez passer un peu. Déjà, on va vous spoiler pas mal de choses que vous pourriez peut-être appréhender différemment de nous, hein, de toute évidence. Mais surtout, on va vous gâcher un éventuel plaisir. Et je pense qu'on risque d'être vraiment obtus sur pas mal de points, parce que de toute manière, si vous n'avez pas vu le film, c'est un film très compliqué. On s'est questionné avec Stéphane d'ailleurs sur certaines choses. Je vais finir de pitcher le film tout de suite, mais c'est vrai qu'on s'est questionné, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin de le voir une seconde fois pour faire le podcast? Et moi, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que je pense que avec
avec toutes les limites que vous allez nous trouver dans notre appréciation critique du film ultérieurement. Non, c'est une bonne chose aussi qu'on le critique à chaud et sur une seule vision surtout. Parce que ce serait de la triche en fait de le voir, je pense, plusieurs fois. Donc pour le pitch, j'ai parlé de l'influence entre James Bond, enfin un film d'espionnage dopé au film fantastique. Si on essaye de prendre le film dans l'ordre, dans sa chronologie, on suit un agent qui est vraiment un excellent agent dans une première mission, qui est blessé et à qui on confie une mission, mais alors ultra top secrète, totalement en dehors des sentiers battus, pour stopper un trafiquant d'armes et l'action d'un trafiquant d'armes qui se retrouve à avoir en sa possession des moyens qui dépassent l'entendement et en tout cas dépassent les moyens des contemporains. Pour une raison très simple, c'est qu'on lui enverrait du futur des éléments, des objets qui lui permettraient d'avoir une appréciation du temps différente de la nôtre, c'est-à-dire une appréciation du temps qui ne serait pas linéaire. Donc ça signifie potentiellement un voyage dans le temps de personnages, mais aussi des personnes, voire des objets qui ont une appréciation temporelle différente de la nôtre et qui, en l'occurrence, ne vont pas frontalement, ne voyagent pas frontalement dans le temps, mais à rebours, en fait. Donc la démonstration, vous l'avez probablement vue, parce que ça, j'imagine que vous avez tous vu la bande-annonce, qui est faite par un personnage qui est joué par Clémence Poésy, qui est donc une balle inversée. Voilà, au lieu de tirer la balle, il la récupère. Il récupère dans le barillet. Au lieu de poser la balle sur une tablette, elle arrive dans sa main. L'idée scientifique et philosophique étant que ce qui est arrivé, ce qui va arriver est forcément arrivé. En fait, c'est plus ou moins la logique. L'enjeu plutôt, c'est de savoir est-ce qu'il y a une fatalité, comme souvent d'ailleurs dans les films de voyage dans le temps, est-ce qu'il y a une fatalité, c'est-à-dire est-ce que tout est déjà écrit quelque part et que tu ne fais que subir les événements, ou est-ce que tu peux changer les événements à venir, sachant que dans les films de temps sur le voyage temporel américain, il ne croit jamais à la fatalité. Mais ça dépend des films. Non, il y a une remise en question entre, par exemple, Terminator et Terminator 2. Il y a une remise en question entre les deux. Et dans le 3, etc. En général, tu peux changer le temps. Si, il y a des trucs. Oui, tu peux changer le temps, mais tu arrives au même résultat. Par exemple, dans Retour vers le futur, c'est ça aussi la logique. Quoi. Mais après, le truc, c'est que ce qu'il faut peut-être aussi préciser d'entrée de jeu, c'est si vous attendez de ce podcast des éléments de réponse, alors là, ça risque d'être compliqué parce que c'est à peu près aussi nébuleux, je pense, pour nous que pour vous. Quoi. C'est-à-dire que le truc aussi où on va être totalement clair, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres critiques que j'ai pu lire professionnelles et tout, c'est que moi, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas compris, je pense, un bon gros tiers du film. Quoi. Et même, j'ai essayé de réfléchir à me dire pourquoi, du comment et tout. Je mentirais en vous disant que j'ai compris ce qui se passait, et en particulier sur la fin. C'est-à-dire que plus le film avance, moi, plus il me sème, plus il m'égare, et moins je comprends ce qui est en train de se dérouler à l'écran. Et c'est, je pense, peut-être le problème fondamental en fait du film. Un des problèmes, un de ses problèmes. Un des problèmes fondamentaux du film, et puis surtout, moi je pense aussi un des problèmes fondamentaux du cinéma de Nolan. Alors on n'est peut-être pas d'accord sur ce point, mais moi je pense que l'un des gros soucis de Tenet, maintenant qu'on a bien plus ou moins cerné l'objet pour partir de là, c'est que en fait c'est un film qui est relativement mal raconté par certains points. C'est-à-dire que j'avais non pas ce souci vis-à-vis des règles sur Inception, c'est-à-dire que les règles sont assez claires, il prend un bon moment pour les mettre en place, d'ailleurs. Mon problème étant qu'une fois qu'en fait on a mis ces règles en place, la démonstration n'était pas satisfaisante. Là, la problématique, c'est qu'en fait la démonstration c'est encore une autre problématique en fait, je pense, sur Tenet. C'est-à-dire que la démonstration n'est pas satisfaisante, mais surtout les règles ne sont pas mises en place. C'est-à-dire que c'est un univers qui d'entrée de jeu, la scène dont tu parlais avec Clémence Poésy, qui ne reviendra jamais d'ailleurs, ce personnage ne reviendra jamais, elle est posée pour te dire tu dois ressentir plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est très bien au cinéma, pour moi, ça me va très bien, ce genre de proposition. C'est prometteur, quoi, c'est clair. Ce genre de proposition. Sauf que chez Nolan, et là, on parle spécifiquement de Nolan, mais ça arrive sur plein d'autres cinéastes aussi, ce ressenti est souvent très rare. Et je trouvais déjà que c'était problématique dans Inception. C'est-à-dire que moi, dans Inception, j'ai pas d'attachement à l'histoire d'amour, j'ai pas d'attachement à tous ces trucs-là. Je trouve qu'il y a plein de trucs super, tu vois, dans le film. Mais voilà. Et là, en fait, le film va encore plus loin dans cette démarche-là. Il est encore plus, on va dire, je ne sais pas si le terme radical est vraiment adapté. Je pense que c'est le cas, moi. Moi, je trouve pas, mais je pense qu'en fait, je trouve qu'il se... C'est plus jusqu'au boutiste, en tout cas. Si tu entends par radical ça, moi, je trouve que c'est un film qui est plus jusqu'au boutiste dans les obsessions de Nolan et dans ses... Moi, je pense que c'est quelque chose qui met un peu sous le tapis, quoi, en fait. C'est-à-dire que pour moi, dans la logique des choses, tout l'aspect science-fictionnel du film, scientifique,
il est mis justement sous le tapis avec cette phrase. Parce que en fait, cette phrase, c'est bon, bah démerde-toi avec toi. Parce que là, elle s'adresse au spectateur, hein, par le biais du personnage John David Washington. Oui, bien sûr, évidemment. Elle s'adresse clairement au spectateur, de la même manière que, par exemple, quand tu es en train de regarder un film comme Matrix Reloaded, dans Matrix Reloaded, l'architecte dit à Neo, de toute façon, ce que je vais te dire, tu vas pas comprendre la moitié. Et à partir de là, en fait, c'est évident qu'il s'adresse au spectateur quand il dit ça, quoi. Bon, là, c'est la même logique, si ce n'est que, en fait, le ressenti derrière, en fait, sur un film comme Tenet n'est pas... voilà, comme souvent pour moi, en fait, chez Nolan, n'est pas payant, quoi. En fait, moi, je vais pas être présomptueux de la même façon que j'ai fait. Je vous ai admis que. À moi. Non, c'est pas du tout ça, ce que je veux dire, Stéphane. C'est-à-dire que de la même façon que je vous ai admis que j'avais pas du tout compris la totalité du film, je vais pas être présomptueux. C'est mon cas aussi. Hein. Je vais pas être du tout présomptueux vis-à-vis de ce que Nolan a réussi ou pas réussi. Mais par contre, je peux dire ce que moi j'ai vu dans le film et ce que j'ai ressenti dans le film. Moi, je pense qu'il y a un truc pour moi, une question qui reste en suspens parmi les nombreuses questions qui restent en suspens face à Tenet, qui sont jusqu'à quel point le fait que le film m'ait laissé dehors est voulu ou pas par Nolan. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à quel point Nolan voulait que son film soit nébuleux ou pas. C'est-à-dire que moi, je pense que Nolan, ça fait partie des mecs qui se disent le plaisir, il est autant... si ce n'est plus dans ce que tu ressens quand tu es au cinéma que dans les débats que tu peux avoir à la sortie de la salle. Sauf que moi, j'ai eu l'impression dans Tenet, et c'est là où je trouve que le film est jusqu'au boutiste, qu'il a mis toutes ses billes sur le débat qu'il peut avoir au sortir de la salle et non pas sur ce que tu ressens dans le film. Alors, je voudrais juste terminer là-dessus vis-à-vis des règles justement du voyage temporel. C'est Cameron, alors j'ai oublié c'était quel réalisateur lui avait posé la question sur le truc du voyage temporel. Il lui avait dit à James Cameron, il dit mais quand on fait un voyage dans le temps, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'il faut vraiment réussir? Et Cameron il dit ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses comprendre à tes spectateurs très tôt comment fonctionne ton voyage dans le temps. C'est-à-dire, quelles sont les règles? Qu'est-ce que tu peux faire ou ne pas faire quand tu voyages dans le temps? Est-ce que tu peux voyager quand tu veux? Est-ce que tu peux voyager exactement pas quand tu veux? Est-ce que tu peux toucher les autres objets? Est-ce que tu peux croiser ton double? Est-ce que tu peux ne pas le croiser et tout? Et dans Tenet, ces règles-là, elles sont hyper nébuleuse. C'est-à-dire que tu comprends... Moi, je n'ai pas du tout compris les règles du voyage dans le temps et je les ai d'autant moins comprises qu'il n'y a pas un seul voyage dans le temps dans Tenet, mais comme on l'a dit dans l'espèce de pitch qu'on a essayé de vous faire au début, il y en a 3 ou 4. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui voyagent dans le temps et qui fonctionnent de façon, on va dire, chronologique avec les autres personnages, donc un peu à la Retour à le futur, on va dire. Et puis, il y a des personnages qui voyagent dans le temps, mais en remontant le temps, c'est-à-dire en vivant le temps en inversé. Et il y a aussi des objets seuls qui ont leur propre temporalité qui est décorrélée en fait des autres personnages. Donc il y a 3 strates de perception. Et du coup, moi, le film m'a complètement aussi... Mais la problématique, elle n'est pas liée au fait qu'il soit capable de le faire. C'est ça la problématique des règles. C'est qu'en fait, la problématique, elle est liée vis-à-vis des enjeux. C'est-à-dire qu'en gros, on comprend parfaitement dans le film que les personnages voyagent dans le temps à un moment clé du film. C'est-à-dire que c'est un récit linéaire. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas un film comme Memento, c'est pas un film comme tous ces films-là. Donc, je pense que vous le savez puisque vous avez vu le film. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas vu le film, encore une fois, je pense que vous allez être complètement paumé comme nous, hein, en vrai. Mais le truc, c'est difficile à apprendre. C'est un film qui est linéaire dans son récit. Avec des scènes clés qui, en gros, à un moment donné, font un retour, puisque le film fonctionne comme son titre, c'est-à-dire comme un palindrome. C'est-à-dire, alors, pas tout à fait, puisqu'il se perd là-dessus vers la fin. Hein, mais pour moi, j'ai une parenthèse, mais ça, pour moi, ça fait partie des conneries ça, pour moi, c'est un truc de poseur, tu vois. C'est comme dans les derniers Jedi, pile au milieu du film, t'as un truc où Rey se voit dans un miroir, et il a foutu ça exprès, tu vois, rien de ça. Mais ça apporte quoi, en fait, au spectateur? C'est ça, putain, au bout d'un moment, c'est que c'est surtout qu'il ne suit pas face à un spectacle, et c'est le spectacle qui doit se suffire à lui-même. Alors, encore une fois. Surtout, en fait, le truc, c'est que le film ne fonctionne pas complètement sous cette logique-là, mais il fonctionne par scène. C'est-à-dire qu'en gros, dans Tenet, tu as une scène d'action, par exemple, où le personnage John David Washington se bat contre un Quidam, on va dire. Quidam, voilà. Et la question, c'est de savoir, mais c'était qui ce mec qui est venu interrompre, en fait, en gros, notre mission, quoi. Lui, il était au courant. Et en fait, en gros, plus tard dans le film, t'apprends que c'est lui, en fait. Dans une mission où il essaye de reprendre... Vous avez prévenu pour les spoilers. Hein, voilà, qui reprend en fait en gros... Ah oui, on spoil tout, quoi. On spoil en tout cas... ce qu'on a compris. Voilà, ce qu'on a compris, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est que la problématique, en fait, n'est pas dans le fait qu'ils arrivent à faire ça, puisque ça, tu l'as accepté, t'es censé le ressentir, tu vois, comme elle le dit au début. Et c'est pour ça où, pour moi, le film, il le bazarde. Et il le répète souvent. Hein. Ce qui est arrivé, ce qui va arriver est déjà arrivé. C'est la logique, en fait, du film. C'est une phrase qui est répétée
ad nauseum dans le film. Donc en fait, si t'as pas entendu ça, si t'as pas intégré ça comme une réalité, on va dire du récit, bon bah voilà. Par contre, c'est la problématique des enjeux en fait qui est nébuleuse. Et c'est là où pour moi en fait, Nolan lui-même se perd dans ce qu'il essaye de raconter. Et je pense que du coup, il essaye de faire passer des espèces de coups de Trafalgar pour te faire passer le truc. Et c'est là où je pense que lui-même, c'est-à-dire que nous, on est un peu paumé dans le film, mais je suis pas sûr que lui est. Alors, il a peut-être en tant que créateur, il a peut-être plus d'appréhension générale, hein, mais pas surtout, ouais, je pense. Et l'autre truc, c'est une possibilité. Et l'autre truc, c'est que en fait, il y a, pour moi, et là, c'est vraiment une question de ressenti, et c'est là où je retrouve en fait, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le film n'est pas radical en fait en soi, si ce n'est qu'en fait, par contre, il va radicalement dans les manquements de Nolan. C'est-à-dire qu'en fait, on en a beaucoup parlé dans le podcast précédent, mais Nolan, à mon sens, ne croit pas au langage cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, le langage cinématographique, la façon dont on peut distordre le temps avec le cinéma, il ne le fait que si c'est diégétique, si c'est intégré. Par exemple, dans le cinéma de Nolan, il n'y a pas de ralenti. Le seul ralenti qui est utilisé, à ma connaissance, de mémoire, hein, le seul ralenti qui est clairement utilisé chez Nolan, c'est dans Inception, dans la troisième strate en fait de rêve en fait qui est la plus dilatée, la plus dilatée. C'est comme dans Tenet quand il passe le temps à l'envers, c'est un effet spécial en fait. Voilà, c'est ça. Et le truc c'est que en fait ça, c'est pas une trope. Là, je parle du ralenti à proprement parler, hein, ce qui est par exemple un truc qu'on peut retrouver chez un cinéaste comme De Palma qui adore justement au contraire dilater ça, quoi, tu vois, pour faire ressentir quelque chose au spectateur. Lui ne le fait pas. Bon, c'est un choix, certes. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de moments. Si, dans plein d'idées sympathiques sur le papier, par exemple, en fait, comme l'idée, par exemple, d'infiltrer au tout début du film une maison extrêmement protégée en fait, d'un trafiquant d'armes, je crois, si je dis pas de bêtises, plutôt qu'en fait de faire du... comment dire à Mumbai, tu veux dire. À Mumbai, ouais. Oui, mais c'est un trafiquant d'armes. C'est ça. Oui. Plutôt que d'investir la maison en fait en faisant du bungee jumping, là, du saut à l'élastique, en fait, ils le font à l'envers justement parce qu'en fait ils le font de manière inversée, puisqu'en fait comme c'est déjà arrivé dans la logique des choses, en fait ils peuvent l'intégrer comme ça. Donc il y a une espèce de truc comme ça. Et en fait comme les mecs remontent. Non, c'est juste qu'ils ont le matériel pour faire ça et qu'ils peuvent partir du sol. Non, c'est inversé, je crois. Ah non, je crois pas. Ah bon, bah tu vois, ça les a attirés vers le truc. Ils ont un truc. Ah oui, parce que moi j'étais déjà perdu dans le truc. D'accord. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que donc en faisant ça, t'as pas un plan qui vend. Mais c'est un gros problème. T'as pas un plan qui vend l'idée. C'est-à-dire que moi, je veux bien sur le papier qu'on fasse ce truc-là, mais c'est comme avec la baston en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan où à un moment donné, à part l'idée que le personnage est inversé et que du coup tu te retrouves avec les 3 coups de feu, on va dire qu'ils sont il les remarque et en fait du coup ça revient en arrière. Ça c'est sur le papier. Moi j'ai besoin d'un plan visuellement, si tu veux, qui en fait qui te vend le truc que toi tu perçois en tant que spectateur au-delà de ce qui est écrit dans le scénario. Alors il y a deux choses là. Moi la baston dans le couloir par exemple, moi c'est un des rares moments de satisfaction que j'ai dans le film parce que ce principe justement d'avoir des personnages aux temporalités différentes, je suis désolé, je trouve pas d'autres expressions, je pense qu'il y en a une meilleure que ça, mais bon à défaut je continue à employer celle-là. Donc donne lieu quand même, je trouve, à une chorégraphie de combat inédite. Moi j'ai jamais vu ça, et surtout c'est intéressant, c'est-à-dire que je sais pas, pour le coup je l'ai ressenti ce truc-là, je ressentais qu'il y avait des forces qui étaient en présence dans ces deux opposants en fait, dans ces deux gars qui s'affrontent, qui sont que je vois pas ailleurs en fait. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Certainement. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus inventif? Je doute pas du tout là-dessus parce que c'est une très bonne idée qui aurait pu être surexploitée. Mais pour le coup, j'ai compris le truc. Le truc avec le il n'y a pas un truc comme le bullet time, quoi. Tu vois, par exemple, non, bien sûr, Matrix, mais pourquoi pas? Enfin bon, voilà. Un vrai truc narratif, en fait. Le truc avec mais c'est pas, en fait, à ce moment-là, c'est pas narratif, c'est un élément de l'univers du film. C'est pas un truc de langage cinématographique. Le truc, par contre, ce qui est intéressant, parce que je voulais rebondir là sur ce que tu disais pour l'espèce de truc de saut à l'élastique, enfin les espèces de décérélateurs, là, je sais pas comment on appelle ça, en fait, ces trucs. Mais ça, je sais que ça existe, mais moi j'avais compris qu'ils avaient utilisé ça. Mais tu vois, c'est ça là, ça pointe. Non, ils le fixent sur le toit pour pouvoir accéder en fait au truc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais le truc qui est intéressant là-dessus,
parce qu'il faut quand même aussi en parler au bout d'un moment, c'est que Nolan, on en a beaucoup parlé dans le podcast, il est très attaché, il n'aime pas le numérique et tout, il arrête pas de dire au dur, quoi. Ouais, j'aime pas du truc. Bon, c'est un peu de la pause parce qu'en fait c'est pas vraiment comme ça, et ça fait beaucoup rire d'avoir les professionnels des effets visuels sur Twitter en ce moment. Je vois souvent les mecs qui se foutent de sa gueule là-dessus, mais ce qui est étonnant là-dessus, c'est que le mec c'est quand même une cascade de ouf, quoi, ce qu'ils ont fait les mecs sur cet immeuble et tout. Et de la même façon que quand il fait cracher un véritable avion dans le truc, moi c'est des choses, quand je les ai vues dans les bandes annonces, je me suis dit, putain, ça c'est cool, ça faisait partie des trucs pour lesquels je voulais le voir au Cinoche, et c'est hyper décevant, je trouve. Et à un point où j'ai rarement senti Nolan aussi peu inspiré au niveau du tournage. La scène d'explosion de l'avion, moi je la trouve. On en a déjà parlé plusieurs fois, et on a parlé dans le podcast précédent, mais moi j'ai toujours eu ce problème-là chez Nolan dans l'action. Putain, moi je trouve que pas à ce point-là, quoi. Écoute, en tout cas, la problématique, c'est qu'encore une fois, je pense que c'est un manque, je sais pas si c'est un manque de foi, ou en tout cas la volonté d'aller tellement dans une logique de réalisme qu'en fait il va vouloir, en fait, c'est-à-dire pour lui, il se dit, ce qui est sur le tournage, en fait, c'est ce qui doit être retranscrit dans la caméra, tu vois, dans les plans. Et sauf en fait, en gros, il n'y a pas de dynamisme. En fait, il y a très peu. Dans ce film-là, il y en a un petit peu. Mais par exemple, il y a très peu de valeurs de plan qui changent, en fait, chez Nolan. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de contre-plongée, tu vois. Il y en a une un peu là, mais vaguement, tu vois. Si tu veux, t'en as eu quelques-unes avec la femme, notamment, tu vois. Voilà. Après, le truc, c'est que donc ça c'est un problème vis-à-vis du spectacle, c'est un problème vis-à-vis du ressenti pour le spectateur, parce qu'on est quand même dans le cinéma. Le cinéma, c'est censé être un médium très visuel, voilà, très impactant, en fait. Le montage est censé t'aider avec ça. Et Nolan, je pense qu'il se sert de tout ça pour raconter ce qu'il y a sur le papier et ne jamais vraiment le surélever, quoi. Est-ce qu'il en est capable, est-ce qu'il n'en est pas capable, c'est un autre problème. Je pense qu'il ne veut pas le faire. Et c'est un des soucis, je pense que c'est là où, en fait, on se retrouve, en fait, c'est là où je dirais qu'il est radical, en fait, dans son fonctionnement. Après, il y a une problématique, en fait, vis-à-vis du film, c'est que le point sur lequel on semble ne pas avoir compris la même chose, c'est que je pense que le film est tellement au bout d'un moment obtus qu'on en vient à questionner des trucs qui ne devraient pas être questionnés ailleurs, si tu veux, quoi. Cette scène, pour moi, en fait, si tu veux, est-ce que c'est mon ressenti sur le moment où j'ai vu la scène, ou est-ce que c'est mon ressenti en sortant qu'ils avaient utilisé cette technologie-là, tu vois, la technologie inversée. C'est là où ça devient compliqué, parce que le film n'est pas clair dans son récit, il n'est pas limpide. Et ne pas être limpide pour des points aussi basiques, juste parce que c'est par le dialogue que ça passe, et en fait le dialogue, il y en a tellement qu'au bout d'un moment t'es submergé d'informations presque pas forcément importantes d'ailleurs, tu vois, c'est ça le souci, quoi. Ou est-ce que, en fait, voilà, et donc du coup, je veux bien, en fait, être un peu con-con, tu vois, et de pas avoir tout compris, mais en fait je pense qu'il y a aussi une personne en face qui fondamentalement n'a pas et là je parle pas que pour moi, hein, je parle de manière générale vis-à-vis du cinéma et la façon dont ça se pratique depuis 120 ans, tu vois, n'a pas, en fait, toutes les clés pour décider ce qui est vraiment, il a besoin de mettre dans l'ombre, et ce qu'il a besoin, en fait, de vraiment révéler au bon moment, quoi. C'est-à-dire que de la même façon, moi encore une fois, je veux pas être présomptueux, mais tu ne peux pas écarter aussi l'hypothèse qu'il y a un truc dans Tenet, mais qui était déjà là, sous-jacent aussi chez Nolan, et qui est là beaucoup plus assumé. Et c'est là aussi où moi je trouve que le film est jusqu'au boutiste, hein, qui est de faire un truc très compliqué pour pas grand-chose. Et que je pense que ça fait partie pour lui du plaisir. Tu es présomptueux, Julien. Mais ce qui peut être le cas, moi je sais que tu parlais tout à l'heure de Matrix Reloaded et puis de la scène de l'architecte, elle était ultra stimulante, moi je me souviens de cette scène-là. Effectivement, j'avais rien compris, ou très peu. Mais par contre, c'était hyper stimulant. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas que ça. C'est qu'il y avait à côté des tonnes de trucs qu'elle n'arrivait pas dès le début, et que j'avais pas la totalité du... Comment dire, c'était pas la totalité du film qui me perdait. C'est que j'avais suffisamment de trucs pour me raccrocher au wagon. Là, j'ai rien. Donc, au final, on a des scènes d'action qui sont tournées en live, certes, mais qui sont souvent assez décevantes. Moi, il y a la course-poursuite, la poursuite en caisse qui fonctionne peut-être un peu mieux parce qu'elle a été tournée en live pour le coup, mais sinon, moi, je les trouve... La scène de gare à la fin, elle est pas terrible, mais surtout, je ne comprends pas qui sont les belligérants. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils sont là. En tout cas, de façon spatiale, qu'est-ce qu'ils ont à conquérir, où est-ce qu'ils doivent aller, où est-ce qu'ils doivent se diriger. Mais tu vois bien qu'on parle des problématiques d'enjeu là. Oui, non, mais bien sûr, mais aussi parce que c'est pas clairement exposé. Il y a dans cette scène finale de bataille, ils sont censés
prendre en étau, c'est la technique d'étau spatial, enfin temporel, qu'ils adoptent. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui fonctionne à l'envers du temps et une autre qui fonctionne à l'endroit, on va dire, et qui prennent en étau les ennemis. Je n'ai rien compris. Il y a un code couleur qui est censé différencier les qu'on ne voit jamais finalement. Il te l'explique, mais c'est jamais exploité. La règle est là, mais en fait, tu ne vois plus, tu vois pas les conséquences. Un immeuble qui se détruit, qui se reconstruit, qui se redétruit, mais je n'ai pas de but. C'est joli sur le coup, mais ça sert pas. Si on doit faire une distinction, par exemple, là j'ai utilisé cet exemple à dessein en fait de Matrix Reloaded. Je sais pas, je pense, enfin si je sais, mais en fait, je pense que tu as deux perceptions en fait quand tu abordes le cinéma de Nolan. La question en fait, c'est est-ce que quand tu sors du film, tu apprécies le casse-tête, tu vois, et en fait, est-ce que tu cherches une vraie solution? C'est quoi la vraie solution? Tu vois, voilà. Moi, quand je regarde Matrix Reloaded, quand je regarde 2001, je pense que la solution, quand je regarde ça à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, 60 ans, je pense que je trouverais des solutions différentes, en fait, des vraies raisons différentes, parce que fondamentalement... C'est surtout que tu as besoin de chercher la réponse. Les réponses, oui, tu cherches la réponse, mais tu n'as pas besoin de la trouver. Tu as besoin de la chercher. Et c'est ça la grosse distinction, c'est que je pense que chez Nolan, tu as besoin de la trouver. Et en fait, la problématique, elle se situe là, parce que philosophiquement je pense que c'est un mec très cartésien aussi. Voilà, il n'y a pas de poésie chez Nolan. Et la problématique, c'est que il y a une phrase, en fait, qui résume plus ou moins l'idée à la fin, qui est un échange entre Pattinson et les personnages de Washington, qui est, mais alors c'est quoi en fait? C'est le destin, et le mec il lui dit appelle ça comme tu veux, moi j'appelle ça la réalité. Et je trouve ça un peu malhonnête, parce que en fait, à partir du moment où il n'a pas vraiment cherché à t'expliquer les règles de son univers, en fait, qui est un univers de science-fiction pour le coup, qui existe parce qu'il est basé sur des comment dire, des essais sur l'entropie, sur ces choses-là, mais en fait, en gros, il l'utilise d'une manière qui est pour l'instant inexploitable aux yeux des humains, tu vois, et notamment notre perception de la fabrique du temps, tu vois. Comme il joue sur des logiques philosophiques, moi je comprends la logique philosophique en soi, et la logique philosophique me passionne, tu vois, c'est-à-dire que oui, je peux comprendre en fait qu'on soit dans une logique où on puisse se dire, si tu veux ressentir les choses comme le personnage de Clémence Poésy le dit au début, plutôt que d'essayer de comprendre, essaye de ressentir l'histoire de la balle qu'elle rattrape, tu vois. Ça me passionne en fait, ce genre de logique philosophique, parce que je me dis oui, le cinéma peut essayer de te faire appréhender ça, sauf que le film n'essaye jamais vraiment de te le faire appréhender. C'est ça, moi, le gros manquement de Tenet, il est là, quoi. C'est-à-dire que plus encore et en fait du coup c'est pour ça que j'ai tendance à considérer qu'il le fait de manière un petit peu petit malin, qui essaye de tromper son monde, ce qui est pour moi son fonctionnement de manière générale, tu vois, qui peut fonctionner dans les limites de son cinéma, mais je trouve que voilà, enfin on en arrive à un moment donné où à force de mettre trop de choses sous le tapis, tu vois, bah en fait oui, le plaisir est plus là du tout. Si on parle des limites après du cinéma de Christopher Nolan, il y a aussi un truc, et c'est là où le film est peut-être plus radical que les autres. Il y a un truc aussi dans Tenet qui pour le coup qui n'était pas un manquement qu'on pouvait déceler dans Inception, pour encore revenir à ce film-là, parce que décidément c'est quand même deux films qui se répondent beaucoup, qui est l'attachement émotionnel les enjeux émotionnels du film. C'est-à-dire que moi je trouve que le cast est plutôt réussi dans le film, à part Kenneth Branagh que je trouve un peu ridicule, quoi, mais sinon je trouve que le cast est plutôt très réussi, ils sont charismatiques et tout, mais par contre le cœur émotionnel du film, il est très 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 loin du spectateur, je trouve. C'est-à-dire le personnage principal, il a peu, voire très peu d'implication émotionnelle dans sa mission, et s'il en a une, tu le comprends à rebours très tardivement, en tout cas. Oui, ça ne peut pas être un monteur. Ça t'oblige à remettre en question en fait aussi ce que tu as vu auparavant, ce qui n'est pas un problème en soi, mais je pense que si on le revoit une deuxième fois, et c'est là où en fait pour l'instant on a décidé de pas le faire, tu vois. Je suis pas sûr en fait, si tu veux, qu'on soit beaucoup plus satisfait en ayant cette conscience là en fait dans le récit, quoi, non c'est clair. Après oui, si, parce que tu peux avoir des trucs, le film fonctionne en palindrome, d'accord, certes, tu vois, mais bon, au bout d'un moment c'est mais encore une fois, moi je parle de la première vision, c'est ça qui m'importe, quoi. Putain, un film normalement c'est fait pour te frapper à la première vision, quoi. T'es pas censé élire des trucs qui t'expliquent et le revoir plusieurs fois. C'est le cas sur des films obtus comme 2001 ou Matrix Reloaded, mais parce que t'as des trucs qui sont satisfaisants à côté aussi. C'est ça aussi le truc. Et là, en fait, le cœur émotionnel du film, c'est sur un personnage qui est bien, moi que j'aime beaucoup, qui est donc l'épouse de Kenneth Branagh, mais qui est un personnage secondaire, et son attachement émotionnel, il est
compliqué à comprendre. Quand c'est avec son enfant, avec son fils, c'est encore plus éloigné, je trouve. C'est regardé avec beaucoup d'éloignement. De distance, distance. Et du coup, c'est hyper... Même le film est, je trouve, hyper aride, en fait, à ce mais il y a une jolie idée, hein, qui est l'idée de cette silhouette qu'elle voit s'éloigner du bateau, qu'elle voit plonger du bateau. C'est une jolie idée. C'est une idée qu'il a déjà réutilisée. Hein. Ça, il faut aussi avoir conscience de ça. Hein. C'est ce genre de truc qu'il a déjà fait, quoi. Tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une jolie idée sur le papier, pas émotionnellement. C'est-à-dire qu'émotionnellement, je suis pas impliqué là-dedans. Et je sais pas. Parce que moi, en ce qui me concerne, c'est parce que notamment, je comprenais plus la relation entre elle et son. Enfin, avec moi, j'avais pas trop de problème avec ça. Moi, le personnage de Branagh, j'ai beaucoup de mal à le suivre à ce moment-là de l'histoire. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, globalement, je pense que il est là le souci en fait que j'ai avec Tenet. Pour moi, hein, c'est que j'en ai parlé. J'ai croisé en fait, je suis allé le voir en salle et j'ai croisé mon ami Fontana, tu vois. Cédric Fontana, qui est monteur chez Stéroïde, en fait, qui attendait beaucoup le film et qui en est sorti assez déçu, donc je le salue bien. Hein, je pense que voilà, il va nous écouter. Et on en a un peu parlé derrière, tu vois. Mais en fait, on était sur deux conversations différentes presque des fois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est philosophique, et là, c'est très léger, je trouve, dans le film, hein, parce que c'est verrouillé finalement. Et lui, il essayait de comprendre en fait les règles du film, tu vois. Mais moi, arrivé à ce stade-là, les règles du film, je m'en foutais, tu vois. Je veux dire, il y a beaucoup de gens en fait sur le podcast Nolan qui reviennent encore sur oui, mais on a compris ça dans le film et c'est ça à la fin d'Inception, etc., etc. Mais en fait, moi, personnellement, je m'en fiche. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir en fait s'il est dans la réalité ou dans la fiction. J'ai juste besoin de savoir en fait au moment où je suis en train de regarder le film en fait si je suis touché par ces choses-là. Et là en fait, si tu veux, les concepts éventuellement philosophiques du rêve ou des trucs comme ça, etc. La façon dont c'est géré, la façon dont tu peux les négocier, ça c'est intéressant dans Inception. Là-dedans, le problème c'est que c'est pas exploité du tout. Il y a deux strates en fait. Il y a la strate de ce que tu vas tirer et analyser plus tard du truc, et puis il y a la strate qu'est-ce que c'est que l'objet film qui est face à toi et comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne pas. Ouais. Et je trouve que là, Tenet, là-dessus, c'est quand même un film qui, pour moi, après la première vision, est hyper défaillant. Et je pourrais revoir le film, mieux le comprendre probablement, comprendre des choses qui m'ont complètement échappé à la première vision. Mais voilà, c'est ça le problème fondamental, c'est que j'ai pas envie de revoir ce film-là. J'ai passé 2h30 quand même, à quelques exceptions de près. Là, moi, j'aime bien la séquence d'ouverture, par exemple. Je pense que c'est pas... j'aime bien la séquence de couleurs dont j'ai déjà parlé. C'est pareil, sur le papier, c'est une bonne idée. Mais à quelques exceptions près, c'est quand même 2h30 que j'ai passé qui n'était pas très plaisante, quoi, et pas très agréable. Mais cette aridité-là, je sais pas jusqu'à quel point elle est volontaire, tu vois, mais c'est pour moi la grande question. Je pense quand même que c'est un film qu'il a fait... c'est le film sur lequel il a le moins... encore une fois, ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est le film sur lequel il a moins de prise sur son propre concept, en fait. C'est-à-dire que vraiment... T'as un peu cette sensation-là. Et là, je parle scientifiquement. Donc, pour moi, en fait, il aurait très bien pu contrecarrer ça en ouvrant sur l'aspect philosophique, tu vois, de la destinée, de tous ces trucs-là, de choses même, en fait, assez simples. Hein. C'est une logique d'intuition. De pas connaître l'avenir, mais de ressentir l'avenir par moment, ça peut nous arriver. Qui n'est jamais ça peut nous arriver, film, voilà, ça peut nous arriver à nous. Hein, c'est ce qu'elle dit au début, tu vois. Ça peut nous arriver, on peut avoir, quand on connaît très bien une personne, un ressenti parfois en fait qui se vérifie, quoi, tu vois, mais qui a un ressenti à la base. Mais tout ça, en fait, là où ça aurait pu vraiment attraper le spectateur et lui faire poser ce genre de questions-là, il le fait pas, il l'exploite pas, et donc du coup, pour moi, ça fait partie en fait des choses qui font que j'ai vu le film. J'ai pas vraiment passé un mauvais moment, contrairement à toi, mais j'ai pas vraiment envie de le revoir, quoi. Tu vois. Le mauvais moment, je le précise aussi, c'est instauré au fur et à mesure. Hein, comme dans tous les films qu'on n'aime pas. Sur la dernière heure, quoi. Et sur le début, non, pas forcément, parce que là, il y en a que tu lâches plus. Moi, j'aurais terminé. Sauf Lucie, évidemment. Voilà. Mais j'aurais terminé sur une note plutôt positive, en fait. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on vient de dire et tout, moi, j'ai envie de saluer l'existence, en fait, de ce film. C'est un film oui, bien sûr. C'est un film à 250 millions de dollars. Qui n'est pas évident, qui n'est pas adapté de franchise, qui n'est pas porté par des vraies grosses têtes d'affiche. C'est-à-dire que même Pattinson, c'est un mec qui est en train de monter, mais je ne pense pas qu'il ait la carrure encore commerciale pour porter un truc. Il a eu quelques succès au début de sa carrière. Mais c'est pas pareil. Il porte pas, tu montes pas un film. La star, c'est vraiment Christopher Nolan dans les cas de Tenet. Et comme on l'a dit quand même, qui a été tourné, ça n'a pas été un tournage facile, quoi. Ça a été tourné, je crois, sur 5 pays différents, un truc comme ça. C'est rare. Et ça fait d'autant plus suer, en fait. Non seulement il y a le contexte, mais il y a ça aussi. Moi, c'est un film sur lequel
pose pas ces réserves-là sans regret, en fait. Ça me fait suer, en fait, de pas... Oui, moi, comme je suis la personne qui aime probablement le moins Nolan de tous ceux qui avaient fait le podcast. Mais ça va au-delà de Nolan, en fait, je trouve. Moi, je peux pas mesurer cette déception-là. C'est-à-dire qu'en fait, la déception... en fait, je m'attendais à ce que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Je m'attendais à être soit agréablement surpris, soit plus ou moins, tu vois, dans les rails de ce que Nolan me propose de manière générale depuis maintenant 15 ans. Je trouve qu'il s'enferme dans un truc, en fait. Mais Nolan, c'est un mec... Je trouve que c'était déjà le cas avec Dunkerque, on avait parlé d'ailleurs avec le truc, il était en train de s'enfermer dans un système et dans un mode de fonctionnement. Je trouve que Tenet, c'est encore pire. Mais moi, le problème principal, en fait, d'un film comme Tenet aussi, et là, je parle vraiment en termes de narration, c'est que c'est quelqu'un qui est fasciné par ça, hein, apparemment, tu vois, le temps, la temporalité, mais qui a toujours eu du mal à la gérer dans ses films, si c'est pas diégétique, si c'est pas intégré. Et là, c'est diégétique. Sauf qu'en fait, ces règles-là, comme il te les pose pas, j'ai même pas envie de dire, je sais même pas s'il s'en fiche, tu vois, mais comme il le fait pas, bah du coup, en fait, on est vraiment piégé dans un récit faussement complexe, en fait. C'est-à-dire que voilà, quoi. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va remettre une pièce. Mais donc voilà, donc désolé pour ceux qui attendaient. De remettre une pièce. Alors, le Tipeee. Ah bah voilà, putain, mais l'enchaînement, mais non mais c'est incroyable parce que des fois en fait je me dis putain, quand même ils sont, tu vois, je veux dire, ils sont généreux, ils nous donnent beaucoup d'argent et là on leur donne rien du tout, on n'a même pas de réponse sur Tenet, quoi. Tu vois, c'est quand même malheureux, quoi. Enfin bon, si vous aimez ce qu'on fait et que vous n'avez pas encore typé ou que vous avez envie de retyper ou que je sais pas, tu vois, Julien, je sais pas si vous avez vu, il a proposé son chapeau de paille complètement troué sur internet aux enchères, voilà. Personne n'a enchéri dessus, il vaut 500 € pourtant. Je l'ai ramené de vacances. Non, il ne vend rien. Mettez 500 € sur le Tipeee, c'est tipeee.com. Il faudrait que je l'offre à un tipeur, mais quel prétexte je pourrais trouver pour l'offrir à un tipeur? On verra. Et ensuite, en tout cas, bon, vous pouvez si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous écouter sur. Et vous pouvez écouter Kofi, la petite chatte. Est-ce qu'on l'entend, Kofi? Merci. Elle est en train de chouiner. Elle est en train de chouiner derrière la porte parce que Alain, à la technique, l'a enfermé dehors. Voilà, c'est lui, c'est ta faute. Je balance, quoi. Alors que c'est mon chat. Ouais. C'est ma fille. Tu la traites pas comme ça, Alain. S'il te plaît. Attends, elle a typé elle aussi. Hein, tu vois, donc elle a le droit d'être là, quoi. Elle a donné 3 croquettes. Voilà, 3 croquettes. La dernière fois, c'était 2. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur les plateformes habituelles, hein, SoundCloud, Deezer, Spotify, tu vois, tous ces trucs sur lesquels j'ai pas de compte, mais il y a un compte capture. Voilà. Ah oui, j'oublie de préciser parce que je vois Alain qui est en train de me faire des signes de la bouche comme ça, comme si j'étais censé parler le sourd-muet. En gros, on lance une séance Capture Max, c'est la première pour nous, avec un film beaucoup moins obtus, beaucoup plus clair à comprendre, qui s'appelle Le Festin chinois. C'est un film de Tsuyark qui est sorti en 1995. Super comédie, voilà, avec un petit peu d'action, de kung-fu, etc. C'est une ouverture de cuisine. Ça se passera le 12 septembre au Club de l'Étoile à 20h. Il y a encore des places disponibles, donc cherchez sur internet Club de l'Étoile, Le Festin chinois, et je pense que vous trouverez votre petit bonheur. Voilà. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film. Au revoir. Au revoir Julien. Au revoir Stéphane, au revoir, merci Alain. If I showed her how to way, will you hide out and let it blame? Ain't no time I fix the scams, I know.